Cher Sébastien, on ne va pas commencer à se vous voyez alors que dans la vie depuis très longtemps. On se tutoie, cher Sébastien. Mesdames et messieurs les élus du Gaspolsheim, le président de l'association, mesdames et messieurs les représentants du monde culturel, mesdames et messieurs, cher monsieur Panson, chère madame, chers amis. Je veux dire que c'est un vrai plaisir de me retrouver ce soir avec vous, mais je voudrais d'abord vous présenter mes excuses pour le retard. Il y avait un accident sur le trajet simplement. Il arrive qu'on soit pris, je ne savais pas où il se situait. D'abord, je ne savais pas qu'il y avait un accident. Et à un moment donné, j'ai pris la décision avec le chauffeur d'utiliser le cheminement pour essayer de gagner un petit peu entre les uns et les autres. Et c'est là qu'on a réussi à le passer. Je crois que dans les 50 mètres où on a décidé de se mettre de côté, il était passé. Je n'ai pas eu le temps de voir combien il était dangereux ou pas, parce qu'il y avait des deux côtés, un accident des deux côtés, dans un sens comme dans l'autre, ce qui amène évidemment à des ralentissements. Et comme en plus il n'y a pas de contournement, bah, tout le monde est obligé de passer par là. Donc j'essaie quand même de passer. Il ne faut jamais rater une occasion. C'est donc, je le redis, un vrai plaisir de me retrouver ce soir avec vous à Gaspolsheim pour remettre à Jean-Pierre Manson les insignes de chevalier dans l'ordre des arts et lettres, et vous verrez qu'il y a un tas de raisons pour cela. D'abord, bien sûr, pour les mérites, mais ça j'y reviendrai, et puis ensuite parce qu'on a des petits parcours qui de temps en temps se croisent sur des sujets divers. Puis l'ordre des arts et lettres est l'une des grandes distinctions françaises. Le général de Gaulle avait réorganisé en 1963 les ordres de mérite ministériels pour les fondre dans l'ordre national du mérite qu'il a créé alors. Mais il n'a pas touché à l'ordre des arts et des lettres. Il a voulu que cette distinction demeure parce que la France reste ce qu'elle est depuis du Bellay, la mère des arts, des armes et des lois. Enlevez-lui l'un de ces trois socles, les arts, les armes et les lois, elle n'est plus elle-même. Les lois lui sont essentielles au point que, parfois, elle se prend à en faire un peu trop. Il arrive même que ses gouvernants se persuadent qu'il n'existe aucun problème à travers le monde qu'on ne puisse résoudre en votant une loi. Les armes. La guerre a déserté nos nations, mais la marche du monde nous appelle à une vigilance accrue face aux nouvelles menaces, comme aux crises humanitaires, aussi bien qu'écologiques, qui sont, pour nos forces armées, les nouveaux enjeux. Les arts. Que serait bien la France sans eux? Nous sommes une patrie d'écrivains, un pays de peintres et de poètes. Nous sommes ce que Pierre le Pape a joliment appelé le pays de la littérature. Et la distinction que je vais avoir le plaisir dans quelques instants à remettre à Jean-Pierre Manson salue ceux qui se sont illustrés par leur création dans le domaine artistique ou littéraire, ou encore par la contribution qu'ils ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde. Le premier cas de figure, celui qui consacre une œuvre accomplie, me semble un peu prématuré dans le cas de Jean-Pierre Manson. Certes, il a publié plusieurs romans, certes, il s'est trouvé des lecteurs pour les lire et pour les aimer, mais il reste un jeune écrivain. Tout commence en réalité pour lui. Alors cette médaille ne vient pas couronner une œuvre complète, elle vient saluer une œuvre à venir. René Char, qui écrivait dans les cahiers d'hypnose, notre héritage n'est précédé d'aucun testament, aurait pu le formuler encore mieux que moi. Il n'a pas en réalité de plus bel hommage que celui que l'on rend à une promesse. Ces insignes de chevalier des arts et lettres viennent souligner l'engagement remarquable de Jean-Pierre Manson dans le monde associatif, tout particulièrement à Auxi-Livre et à la Plume colmarienne, qui encourage la pratique de l'écriture et révèle talents et vocations. Cette médaille, cher Jean-Pierre, est la vôtre, mais c'est aussi celle de tous les bénévoles qui agissent avec vous pour aider les auteurs à les publier. Il y a les éditeurs. Ils font le travail et répondent à une logique qui leur est propre. Nous en avons besoin. Mais il y a aussi les auteurs et leurs besoins irrépressibles, pour ainsi dire naturels, d'écrire et d'être lus. Les initiatives que prennent les associations pour publier les auteurs est un véritable bienfait, car elles remettent de l'honnêteté, de la confiance
de la vérité dans un monde où souvent les jeunes auteurs ne sont que des proies pour des gens malveillants et peu scrupuleux. En français, on appelle ça des escrocs. Et certains d'entre eux ont eu à répondre il y a quelques années de leurs agissements devant la justice. Ce que font les associations avec honnêteté, bénévolat et probité, c'est finalement réhabiliter le compte d'auteur. Ce n'est pas indigne du tout. N'oublions pas que c'est à compte d'auteur que Proust publia du côté de chez Swann, et que toutes les initiatives qui permettent à un auteur de publier et de le faire sans pour autant se ruiner pour le reste de sa vie sont d'excellentes initiatives, car au fond, elles permettent à la culture, à l'art et aux lettres d'avancer. Mais cher Jean-Pierre Vanson, puisque nous sommes entre nous, il faut bien que je vous le dise, je ne crois pas que cela soit dans votre engagement associatif que réside entièrement la décision de la République de vous décerner les insignes des arts et des lettres. C'est toujours pas fini. J'en vois encore une autre de raison, et elle est évidente, elle est devant vous et devant nous tous. Votre vie est un roman. C'est un roman qui commence à Besançon, la vieille ville espagnole, célébrée par son enfant le plus célèbre, Victor Hugo. Et nous y sommes déjà. Encore que l'on puisse dire sur ce sujet, sans ouvrir une querelle d'allemand entre franc-comtois et alsaciens, car si Victor Hugo est né à Besançon, c'est en Alsace, en haut du Donon, qu'il a été conçu. L'aveu est du général Hugo lui-même. Votre vie, c'est une passion pour la géologie et les sciences de la Terre. Elle naît à l'âge de 12 ans que vous découvrez les fossiles du Toarcien. Alors évidemment, chacun a recherché ce qu'est le Toarcien. L'étage du Lias, juste après le Trias. Riche en fossiles, en particulier les ammonites. Celles qui sont un peu aplaties, ça n'a rien à voir avec les cératites, Ceratites nodosus, évidemment c'est tout à fait différent. Nous sommes là dans l'étage, en réalité, des fameux schistes de Holzmann que chacun connaît, ces fameux schistes noirs dans lesquels les ammonites sont si nombreuses, et que l'on retrouve souvent avec cet aspect un peu mordoré, un peu presque doré lorsqu'on les retrouve, mais qui bien sûr, schistes de Holzmann sont si riches aussi en fossiles de reptiliens, que chacun a vu dans ses cours de géologie, les apprenants, les réapprenants, tellement ils sont beaux. Et c'est vrai que lorsqu'on est sur place, ce sont de vraies aventures que l'on imagine lorsque l'on voit ces fossiles. Et je comprends bien, oui, je comprends bien, je dois vous dire, que vous ayez pu être fasciné, enthousiasmé par ces cératites et par cet étage géologique. Vous avez la science, en fait, chevillée au corps, à commencer par les mathématiques. Vous aviez donc les chiffres, aujourd'hui, en plus, vous avez les lettres. Votre vie, c'est aussi une passion pour l'Amérique du Sud. À 27 ans, on le retrouve en Amérique latine. Il passe alors 4 années au Pérou, où il tente d'apporter des solutions dans l'ouest du pays au problème de l'eau. Et il vivra en 1974 le tremblement de terre de Lima, et sa magnitude de 6,4 sur l'échelle de Richter, une magnitude proche de celle que l'on imagine qui a existé pour le tremblement de terre qui a anéanti à l'époque Bâle. Puis on vous retrouve en Alsace, hydrogéologue au Bureau régional des recherches géologiques et minières, le BRGM, collaborant notamment avec Lothar Ziliox. Alors qui ne connaît Lothar Ziliox? Je suis en Alsace, enfin, il les connaît de tout le monde. Vous savez, c'est lui qui a été pour nous, entre autres, le porteur des projets RECLIP, le porteur des projets de l'IFAR, avec cette collaboration avec des amis allemands, mais aussi, bien sûr, et vous le disiez encore, le projet Pyrénées-Alsace du CNRS pour la protection de la nappe phréatique dans notre région. À l'époque, il y avait un président de la commission d'environnement au Conseil régional qui pilotait cette politique pour le compte du Conseil régional. C'est là où, en réalité, on s'est rencontrés les premières fois, puisque j'étais, au niveau du Conseil régional, celui qui a mis en place ces différentes politiques auxquelles nous avons les uns et les autres. Moi, au niveau politique, au sens noble des interventions politiques, et lui, en tant que chercheur, collaborait tous les deux. Et aujourd'hui,
C'est cette vie riche, passionnante, foisonnante, qui vous permet de tenir la plume pour écrire ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti, les leçons que vous avez tirées de votre expérience, des leçons sur la vie, les femmes, les hommes, sur la nature et la terre. Chose vue, c'est précisément le titre que Victor Hugo a donné à son journal. Et c'est peut-être la meilleure définition à la vocation d'écrivain. Voir les choses et simplement les voir telles qu'elles sont. Non pas comme nous voudrions qu'elles fussent, mais telles qu'elles sont. Les raconter et faire parcourir notre imagination des chemins à partir du vécu pour rendre compte, mais aussi pour permettre à l'imagination de chacun de continuer.